Alors pour ouvrir ce congrès, on a décidé d'inviter un auteur d'ouvrage qui est assez iconoclaste, qui nous a beaucoup surpris avec son ouvrage Apocalypse Work, un titre détonnant pour expliquer, selon lui, quel était l'avenir du travail et surtout le rapport au travail. J'ai le plaisir d'accueillir Franz Gold, que j'invite à rejoindre sur scène. Bien, bonjour à tous. C'est à moi que revient la lourde charge d'introduire ce congrès. Une charge d'autant plus lourde que je suis un peu grippé. Donc d'avant, je m'excuse si vos tympans ont à supporter la douce mélodie de cette petite grippe. En même temps, vous me direz, avoir la grippe, c'est dans l'air du temps, puisque, vous l'aurez compris, ce congrès est placé sous le signe de l'après-Covid. Alors, après Covid, ça se traduit par tout un tas de stands que vous découvrirez aujourd'hui sur le bien-être au travail, sur l'engagement, sur le retour au bureau. Et je ne souhaite pas déflorer ces thèmes. C'est donc autrement que je vous propose aujourd'hui d'introduire ce congrès. Je vous propose plus particulièrement de l'introduire sous l'angle de la philosophie. Philosophie en particulier avec un philosophe, essayiste, économiste américain que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Jeremy Rifkin. Je crois que Jeremy Rifkin est bien connu dans la région des Hauts-de-France. Je crois même qu'il a bonne presse puisque c'est lui l'artisan intellectuel de cette troisième révolution industrielle. C'était un ouvrage paru il y a quelques années et qui aujourd'hui guide un certain nombre de décisions économiques de la région. Alors toutefois, ce n'est pas ce Jeremy Rifkin-là que je souhaite à ce stade invoquer. C'est un autre Rifkin que j'ai rencontré quand j'étais étudiant, ici pas très loin, à l'université de Lille 3. Un Rifkin qui publia un ouvrage intitulé « La fin du travail » en 1995. Alors, la fin du travail, c'est donc le thème de mon intervention. Ce n'est pas une idée nouvelle puisqu'un autre éminent personnage qui a œuvré dans le Nord, il était député de Lille, il était impliqué dans les événements de Fourmi à la fin du XIXe siècle. C'est de Paul Lafargue que je parle. Paul Lafargue, en 1890, je crois, publiait un ouvrage intitulé « Le droit à la paresse ». Alors, pourquoi invoquer ces thématiques de fin du travail et de droit à la paresse? Eh bien parce que je crois que cette journée qui est dédiée au bien-être, on parle tellement de bien-être, on parle tellement d'engagement, on parle tellement d'attractivité, de rétention, qu'avec l'œil de sociologue et de philosophe que je vous propose d'emprunter, c'est peut-être parce qu'en coulisses, il y a un problème, il y a un gros problème de fond même, et c'est là qu'il est intéressant de relire les auteurs que j'évoque. Alors, donc ça c'est le bonheur au travail, mais en coulisses, il y a peut-être un problème. De quel problème je parle? Alors c'est évident, on en a suffisamment parlé dans la presse ces derniers mois, c'est cette fameuse Great Resignation, cette fameuse tsunami de démissions qui nous est venue des États-Unis, des démissions en masse, qui se sont notamment traduits par la resyndicalisation des travailleurs aux États-Unis. C'est un fait assez exceptionnel aux États-Unis. On n'aime pas trop les syndicats normalement, et qui s'est traduit par ce qui est illustré ici à l'écran, un mouvement sur un réseau social que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Reddit, qui a réussi à réunir en quelques semaines plus de 2 millions de membres dans un mouvement intitulé Anti-Work. Anti-Work, vous l'aurez compris, anti-travail. Anti-travail qui a donc eu droit à un prime time sur Fox News, comme l'illustre l'image derrière moi. Alors les causes de cette grande démission, de ces tsunamis de démission, elles ont plutôt à voir finalement avec le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une belle étude de l'Institut Pew aux États-Unis, PEW, qui nous dit que si les gens ont démissionné ces derniers mois, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils sont mal payés. La deuxième, c'est parce qu'on manque de respect. Ils ressentent un manque de respect de la part de leur manager ou de leur employeur. Donc je pense qu'on est pile poil dans le thème de la journée de l'humanisme au travail avec cette grande démission. Toutefois, ce n'est pas tout. Au-delà de la grande démission, on a un autre phénomène
qui est très à la mode ces dernières semaines, qui s'appelle le quiet quitting, les démissions silencieuses. Mais il n'y a pas que ça, c'est le boycott du retour au bureau, c'est également en Chine le tangping. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du tangping, mais c'est un phénomène qui consiste à s'allonger, à être fainéant en signe de protestation pacifique contre le monde du travail en Chine. C'est également tous ces étudiants qui, lors de la cérémonie de remise des diplômes, à Nantes, à HEC, à Polytech, à Agrotech, Paris, décident de s'insurger contre la direction que prend l'économie ces dernières années. Et là, je crois qu'on n'est plus du tout dans une question de salaire ou de respect, on est dans une question de sens du travail, et ça rejoint, je crois, ce qui s'est passé ces dernières années avec la génération Y, qui questionne de plus en plus le sens du travail. Ça rejoint évidemment la prise de distance qu'il y a eu durant le Covid, et ça rejoint l'ouvrage que j'ai publié il y a quelques mois et que j'appelle Apocalypse Work. Alors allons-y, quelques mots sur ce problème de sens du travail. Voici une illustration, une peinture américaine intitulée « Le progrès ». Dans la modernité, donc j'entends par modernité notre civilisation, nous les Occidentaux qui avons développé la démocratie libérale, le capitalisme, etc. Dans cette modernité, le sens du travail, il y en a plusieurs et je vais en souligner trois. Trois promesses, on va dire, qui ont toutes rapport avec la liberté. Pour nous, les Occidentaux, travailler, c'est conquérir un peu plus chaque jour la liberté. Alors, concrètement, comment ça se passe? Une première promesse, par exemple, d'où cette peinture, c'est l'idée qu'en travaillant, on va générer du progrès, et le progrès va nous émanciper de l'état de nature, de la maladie, de la faim, etc., etc. Et là, on retrouve des philosophes tels que Bacon ou Saint-Simon en France. Deuxième promesse, cette fois, c'est plutôt Marx qui l'a formulée, c'est que grâce au travail, on va s'émanciper du travail même. Parce qu'on va automatiser, parce qu'on va industrialiser, un jour, il ne sera plus besoin de travailler. C'est l'idée de Marx, mais également de Lafargue, que j'ai évoquée tout à l'heure. Et puis une troisième promesse, qui est plus en vogue aujourd'hui, qui est que grâce au travail, on va se réaliser soi-même. L'idée vient du père spirituel de Marx, Hegel. Et donc c'est par le travail qu'on va grandir, qu'on va produire de grandes œuvres. C'est par le travail qu'on va sortir d'une aubaine familiale pour nouer des liens sociaux, etc., etc. Et ces promesses, elles sont toujours d'actualité. Permettez-moi de reprendre les trois. S'émanciper de la nature, c'est aujourd'hui le transhumanisme. Ce mythe selon lequel la technologie va nous permettre d'échapper à la mort, de télécharger notre esprit dans un monde virtuel et de nous séparer de notre vieille carcasse malade. S'émanciper du travail, c'est tout l'idéal de l'intelligence artificielle qui va remplacer, si on écoute les chantres de cette intelligence artificielle, le travail des cols blancs, après l'industrialisation qui aurait remplacé le travail des cols bleus. Et puis, c'est, enfin, en termes de réalisation de soi, le mythe d'Hegel, eh bien, c'est tout l'idée d'un travail qui nous rendrait heureux, le happiness at work, ce que certains auteurs appellent une happycracy. Voilà donc pour le sens du travail, chez nous, dans la modernité, mais ce n'est pas universel, loin s'en faut. Quelques exemples. Dans l'Antiquité, ici une fresque, enfin une mosaïque venant de Pompéi. Dans l'Antiquité, ce qui était valorisé, c'était la vertu spirituelle, la vertu philosophique, éventuellement la vertu guerrière, mais à aucun moment on ne trouvera dans les illustrations venant de l'Antiquité des illustrations de travailleurs générant de la technologie ou du progrès. Idem dans le christianisme, la première phase du christianisme essentiellement médiéval ne valorisait absolument pas le travail. La vertu chez les chrétiens d'antan, c'était à nouveau l'oration, la prière, la spiritualité, chose qu'on retrouve d'ailleurs toujours aujourd'hui chez les bouddhistes. Et puis un autre et dernier exemple, chez les indigènes,
exemple que j'aime à citer, j'en reparlerai tout à l'heure, chez les indigènes en particulier d'Amazonie, que je connais bien, eh bien le mot travail n'existe pas forcément. Ou quand il y a un mot travail, ça n'est pas forcément synonyme d'activité productive, ça peut être du soin, du jeu, de la danse, de la musique, mais l'idée de travailler comme nous le faisons n'existe pas forcément dans d'autres civilisations. Alors, en prenant du recul, certains auteurs en ont donc conclu que le travail était une forme de religion. C'est ce qu'a dit Hannah Arendt, c'est ce qu'a dit Marcuse, Walter Benjamin, plus récemment Pierre Musso, qui nous vient de Rennes, un universitaire de Rennes, qui a fait un bel ouvrage sur ce qu'il appelle la religion industrielle. Pour ma part, j'aimerais souligner Simone Weil, que tout le monde connaît, mais pas la Simone Weil politicienne, la Simone Weil philosophe des années 30-40, qui, elle, en avait conclu que notre civilisation était fondée sur, je cite, la spiritualité du travail et que nous vivions dans un monde composé d'une religion des forces productives. Et quand je dis tout ça, ce n'est pas grave. Vous savez tous, c'est généralement les choses qu'on étudie en terminale, qu'il n'existe pas de société sans religion, et donc la nôtre, ce serait le travail, le progrès, etc. etc. Donc ce ne serait pas grave, sauf que, et on a un petit problème, les promesses ne sont pas tenues. Et c'est là, je crois, le grand problème que nous traversons ces dernières années, avec les mouvements anti-work, grande démission, dumping, etc., etc. Les promesses ne sont pas tenues, en effet, émancipation de la nature, je reprends les 3 promesses, moins que jamais, l'effondrement écologique met en péril la civilisation humaine et la vie en général, émancipation du travail, moins que jamais, on doit toujours travailler pour s'en sortir, réalisation de soi, ce n'est pas certain si l'on en juge par le taux de burn-out, de bore-out, ou tout simplement les taux faramineux de désengagement des individus au travail. Je rappelle quand même qu'en France, on est à moins de 10% des salariés qui sont engagés au travail. Donc on a plus de 90% de salariés désengagés. Donc des promesses qui ne sont pas tenues et qui expliquent pourquoi j'ai emprunté la notion d'apocalypse pour le titre de mon livre, puisque l'apocalypse, c'est la promesse d'un monde meilleur, le retour de Dieu sur Terre, mais qui se solde concrètement par la fin d'un monde, comme l'illustre ici ce dessin, cette peinture, pardon. C'est terminé pour ce tableau un peu noir. Je crois que peut-être on a une solution. Et j'espère pouvoir vous convaincre que nous pouvons sortir de cette impasse civilisationnelle, en sortir en particulier en adoptant un principe qui est un principe de délibération. Délibérons, discutons du travail, du sens du travail, chose que malheureusement on ne fait plus trop. Alors pourquoi la délibération ? Eh bien parce que ça nous permet de renouer avec les valeurs fondatrices de notre civilisation occidentale. Ici, le bien connu serment du jeu de paume, à l'origine de notre vie politique et délibérative en France, lors de la Révolution française. Première raison, donc, renouer avec nos valeurs. Deuxième raison, recréer du sens. S'il faut réinventer le sens du travail, on ferait mieux d'en discuter. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'idées à partager et de solutions à trouver, en particulier pour appréhender les problèmes du XXIe siècle. Et puis, chose qui, je crois, intéressera les employeurs que vous êtes, en partie, je crois, dans le public, c'est que délibérer permet de cimenter le lien social. Je sais qu'en tant qu'employeur, vous êtes nombreux à vouloir ressouder le collectif, notamment parce que cela est synonyme d'engagement. Eh bien, délibérer, puisque c'est difficile, pour délibérer, on doit s'écouter, on doit se disputer, on doit trouver un compromis. Délibérer permet de cimenter le lien social. Donc, 3 grandes vertus. Alors, ça n'exclut pas de bien payer les gens, hein, soit dit en passant, si on veut générer un peu d'engagement. Alors, la délibération, ce n'est pas une grande nouveauté, au fond. Je ne suis pas en train de proposer quelque chose de révolutionnaire, puisque, en fait, quand on creuse l'histoire de ce qu'est une entreprise, il y a toujours eu de la délibération sous différentes formes. Dans ces satanées corporations que la Révolution française a souhaité abolir, il y avait une délibération. Les compagnons et les maîtres élisaient leurs représentants et leurs dirigeants.
chose qu'on ne fait plus désormais, mais c'était comme ça dans les corporations. Dans les coopératives, qu'on connaît bien ici dans le nord de la France, depuis 1867, date de création du statut, il est commun de délibérer, de voter sur les décisions stratégiques ou sur l'élection des dirigeants. Et même dans les SA, ces grandes sociétés anonymes qui sont parfois présentées comme des monstres, on délibère. C'est juste que la délibération est confinée au cercle des propriétaires, au cercle des actionnaires. Il n'empêche, c'est de la délibération. Délibération, c'est également le modèle social à la française ou à l'allemande, via les syndicats, qui est une forme parfois un petit peu conflictuelle, mais de délibération. C'est également le modèle soviète. Ici, on voit des soviets. Alors les soviets, je sais bien que c'est vite devenu problématique, mais au tout début, en 1917, les soviets, c'est l'autogestion fédérale, fédérée des centres de production. Et peut-être savez-vous que depuis 1917, il existe d'ailleurs un modèle très soviétique de société en France qui s'appelle la SAPO. La SAPO, c'est une société anonyme à participation ouvrière, ce qui permet de mélanger les capitaux habituels privés des actionnaires et les participations ouvrières qui sont acquises grâce au travail. Donc un modèle fort intéressant, mais qui n'a pas beaucoup fonctionné, puisqu'aujourd'hui nous avons 5 sociétés en France qui ont retenu le statut SAPO. Mais n'hésitez pas, c'est un modèle assez intéressant, je trouve. Donc voilà, tout ça pour dire que la délibération, ce n'est pas une grande nouveauté, c'est un peu partout. Alors, une petite précision. Quand je dis délibération, je ne parle pas de tous les ersatz, les pâles copies de délibération qui sont à la mode ces dernières années. Typiquement, le brainstorming et la réunion post-it. Pourquoi je ne parle pas de ça? Alors, déjà, de quoi je parle? La sociocratie, l'holacratie, la spaghetti organization, le co-design, le design thinking, la méthode Scrum, la méthode projet, etc., etc. Toutes ces méthodes sont intéressantes, mais elles ont un écueil, et permettez-moi d'en dire un mot. En fait, ce sont des modèles qui sont tous apparus après 1968, parce que la crise de 1968 est une crise où les ouvriers demandent maintes choses, mais notamment plus d'autonomie et de capacité d'autogestion. C'était un mot d'ordre assez répandu, l'autogestion. Et donc, comme le dit Boltanski, le capitalisme a pris acte de cette critique et a fait évoluer ces modèles organisationnels, et c'est de là que naissent la sociocratie, l'holacratie, dont le mérite est effectivement de donner un peu plus d'autonomie aux travailleurs. D'accord ? On les implique, on leur laisse une marge de manœuvre, mais je souhaite souligner, pour ma part, et même si c'est un peu iconoclaste comme le disait Maxime, je souhaite souligner les écueils de ces modèles, puisque en fait c'est une autonomie limitée au processus de travail, au procédé de travail, mais la finalité du travail n'est pas entre les mains des travailleurs, elle reste entre les mains des actionnaires, et ça se traduit par le fameux management par objectif, ou ce qu'Alain Supiot, le grand juriste français, appelle la gouvernance par les nombres, la gouvernance par les chiffres. En gros, la direction fixe des objectifs, et débrouillez-vous, faites 10 millions de pièces ou 10 millions de chiffre d'affaires, vous êtes autonome, c'est cool. Donc moi, ce n'est pas de ça dont je parle, parce que finalement, ça entretient un modèle de subordination des salariés à des finalités non délibérées. Or, vous l'aurez compris, moi, c'est bien des finalités du travail que je propose de délibérer. Le sens du travail, l'utilité sociale, environnementale, etc., etc. Alors, quand je dis ça, et je vois bien dans le public certaines têtes qui ont l'air dubitatives, il est coutume qu'on me réponde « Oui, mais non, parce que l'entreprise n'est pas une démocratie. » On l'a souvent entendu, l'entreprise n'est pas une démocratie. Chose à quoi je réponds « Mais si ce n'est pas une démocratie, qu'est-ce que c'est exactement l'entreprise ? Une dictature ? Un despotisme éclairé ? Un paternalisme bienveillant ? C'est pas très clair. Alors moi, pour ma part, ce que je dis, c'est que l'entreprise est une anomalie constitutionnelle. Le terme est un peu lourd, laissez-moi expliquer pourquoi. En fait, ça fait 7 siècles qu'en Occident, on est en quête d'autonomie. 1315, je rappelle qu'en 1315,
la servitude est abolie en France. Ce n'est pas en 1789, c'est en 1315 qu'on sort du féodalisme et de la servitude. 1789 vient confirmer cette tendance de plus d'autonomie et de liberté des individus. Et pourtant, aujourd'hui, en 2022, nous avons toujours 90% de la population active qui est subordonnée par son contrat de travail à des finalités économiques non délibérées. Et donc, subordination n'est pas égale à l'autonomie. Pour moi, c'est une contradiction, et c'est pour ça que je parle d'anomalie constitutionnelle. Et bien heureusement, les choses changent. Et je vais terminer ainsi avec cette note positive. Les choses changent parce que, tant en matière de sens qu'en matière d'organisation du travail, on voit apparaître de nouveaux modèles qui, je crois, sont fort intéressants et vont dans le sens de mon propos sur la délibération. Les choses changent en termes de sens puisque ces dernières années, on a vu se multiplier tous ces thèmes que sont la RSE, responsabilité sociale et environnementale, ou la B Corp, qui est une forme d'agrément de la valeur sociale et écologique des entreprises, les entreprises à mission, la raison d'être. Ce matin, c'était la Caisse des dépôts et consignations qui faisait son coming out en termes de raison d'être. Et on pourrait lister bien des modèles, la SVC, Shared Value Company, qui consiste à générer de la valeur pour mieux la redistribuer aux parties prenantes et aux territoires. Alors je crois qu'on est en train enfin de sortir, mais on en est loin encore, de la SARL, c'est-à-dire la société anonyme à responsabilité limitée, pour entrer dans une phase, dans une ère, dans une période de SARA, de société à responsabilité assumée. L'entreprise n'est pas une société commerciale, c'est une fiction juridique. L'entreprise est une institution sociale, politique, territoriale et écologique. Et c'est ça que je veux transmettre avec cette idée de SARA, de société à responsabilité assumée. Alors attention, hein, ce n'est pas exempt de risque. Souvenez-vous, il y a quelques siècles, la Compagnie orientale des Indes ou la Ligue hanséatique, des entreprises qui contrôlaient des territoires, avaient des armées, levaient des impôts, délivraient des passeports. Est-ce que c'est ça qu'on veut avec l'évolution des entreprises vers une responsabilité assumée? Ça me semble un tout petit peu dangereux de revenir à la Compagnie orientale des Indes. Et c'est pour ça que je crois la démocratisation des entreprises ou la délibération à minima est incontournable si on continue dans cette direction. Et là encore, on ne manque pas de modèles. Je n'ai pas le temps de les détailler. La théorie des parties prenantes de Freeman. En Belgique, pas très loin d'ici, on a une philosophe qui s'appelle Isabelle Ferraras qui propose de séparer les pouvoirs en entreprise comme l'on fait dans une démocratie. On a aussi un statut en France qui est fort intéressant qui s'appelle la SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui permet d'intégrer dans la gouvernance de l'entreprise coopérative les territoires, les parties prenantes, etc. Alors je ne sais pas quelle heure il est, personne ne me fait de signe. Non, non. Dernière fiche. C'est bien. Dernière fiche, j'aimerais aller un peu plus loin et sans doute me prendrez-vous un petit peu pour un fou parce que je vais radicalement sortir cette fois du monde occidental pour vous proposer de nous inspirer de ce que font les indigènes, les fameux indigènes animistes que j'aime à citer. J'ai complètement oublié de faire défiler mes slides. Nous inspirer des indigènes de la forêt amazonienne. Parce que ces indigènes, quand on leur parle de délibération, on intègre les humains et les non-humains. Les non-humains, c'est-à-dire les êtres qui nous entourent. Alors dans le nord, c'est les vaches, les haies, quand il en reste. Ça peut être les moustiques, les arbres, les jaguars, les capoquiers. Ces êtres sont considérés non pas comme des choses, nous les considérons comme des choses. Un arbre ou une vache a aujourd'hui dans notre droit le statut de bien matériel, un petit peu comme l'était un esclave jusqu'à récemment. Et si on veut sauver la planète, si on veut faire de la RSE, je crois qu'on ne peut pas continuer à considérer les non-humains comme des choses ou des ressources ou des esclaves. Il faut désormais les considérer comme des personnes. Alors, suis-je fou d'évoquer ce monde indigène? Je ne crois pas, parce que quand on regarde l'évolution du droit en Occident,
C'est ce qui est en train de se passer. En Nouvelle-Zélande, récemment, un fleuve a acquis le statut de personne morale, comme une entreprise est une personne morale. En Bolivie, en Équateur, on a des nouvelles constitutions qui, depuis 10 ans, donnent des droits aux non-humains comme on donne des droits aux humains. Le droit d'exister, le droit d'un environnement sain, etc., etc. Et en France même, on a vu qu'en Nouvelle-Calédonie, le droit permet de donner le statut de personne à des êtres non-humains, et on a même vu des procès opposant des humains à des non-humains. Vous vous souvenez peut-être du procès Erika, d'un côté Total et la marée noire, de l'autre, des non-humains, des oiseaux, des récifs, des algues, exigeant réparation au titre du préjudice écologique, réparation que ces non-humains ont obtenue au terme du procès. Alors concrètement, dans le monde du travail, et je m'arrête là, ça veut dire quoi si on commence dans nos entreprises à prendre en compte les non-humains? Est-ce que ce sont des salariés? Est-ce que ce sont des actionnaires? Ou de simples parties prenantes? Ou de simples sous-traitants? Comment on délibère avec eux? Est-ce qu'on appelle un chaman d'Amazonie pour papoter avec les vaches et les arbres avant de les couper? Est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle qui commence à décoder la pensée des non-humains? Est-ce qu'on se rappuie sur les ONG, comme ça avait été fait dans le cadre du procès Erika? Eh bien, toutes ces questions sont, je crois, les questions qu'il faut nous poser pour reconstruire le sens du travail. Et ce sont des questions que j'aborde dans le livre que je suis en train d'écrire et qui sortira bientôt. Merci de m'avoir écouté. Je reste à votre disposition pour papoter.